Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de Radio 106.8, c'est votre magazine de cinéma. Et encore cette semaine, j'ai la joie d'être avec Pierre Cadars. Ouais, moi, une joie partagée, comme d'habitude. Que je salue. Et bien sûr, Manu qui nous assure la technique, ainsi que Julien que nous saluons aussi. Alors, au sommaire de cette émission, nous avons appris le décès de l'acteur américain Chuck Norris. Il est mort à Hawaï dans sa 86e année. Je reviendrai sur ce phénomène qu'a été Chuck Norris dans les années 80 et dans la culture vidéoclub dont ma génération a été nourrie à la mi-temps des années 80. Mais on en reparle tout à l'heure. Nous parlerons aussi de la règle du jeu, donc qui est ressortie dans une édition vraiment de haut standing grâce à Rimini Film. On en parlera tout à l'heure avec Pierre. Nous parlerons aussi du réalisateur espagnol, Eloy de la Iglesia, réalisateur basque. J'en avais déjà pas mal parlé dans cette émission de plusieurs films. Là, il y en a deux nouveaux qui sortent chez Artus, qui sont le Buraliste de Vallecas et Personne n'a entendu crier, qui sont, vous verrez, des films fort passionnants pour bien comprendre l'Espagne de l'époque. Et enfin, avec Pierre vous parlera de deux films importants. Donc, Pâques Sanglants, Giuseppe De Santis, voilà, un film italien. Qui ressort chez Studio Canal. En DVD, en Blu-ray chez Studio Canal. Et un autre très grand classique, Pierre, c'est Les Chevaux de Feu. Parajanov. Voilà, qui ressort lui aussi en Blu-ray chez Carlotta. Et c'est tant mieux parce que la copie qui existait chez Films Sans Frontières, franchement, elle était loin d'être terrible. Allez, on va commencer donc par vous dire un petit mot sur Chuck Norris et ce qu'a représenté Chuck Norris dans le cinéma américain des années 70-80. Alors, il faut savoir qu'il est né dans l'Oklahoma en 1940 et que très vite, il va s'intéresser donc aux arts martiaux et il va devenir un cador dans plusieurs disciplines, notamment dans le karaté, dans pas mal de disciplines. Il s'impose très vite comme un athlète vraiment hors norme, super doué. Il va faire le Vietnam. Il va perdre son frère d'ailleurs au Vietnam, donc il fait partie de cette génération qui, à partir de 65, malheureusement, ont été confrontés à cette terrible guerre. Et puis, il va faire ses débuts, on va dire, à la fin des années 60, dans un petit film qui s'appelle Mathelem règle ses comptes, de Phil Carson, avec Dean Martin notamment. Il va faire une petite apparition, mais rien de très probant. Et c'est son ami Bruce Lee qui va connaître en 1965. Les deux hommes vont partager bien sûr la même passion pour les arts martiaux, qui va lui demander d'apparaître dans La Fureur du Dragon, film qui va faire plusieurs fois le tour de la planète et qui va marquer des millions et des millions de téléspectateurs et de spectateurs en salle, qui va être le phénomène Bruce Lee, quand même quelque chose d'absolument incroyable. Peu de films, 5-6 films, mais une résonance encore extrêmement forte, et même encore aujourd'hui, presque 52 ou 53 ans après la mort de l'acteur Bruce Lee, ces films marchent toujours autant. Donc il y a cet affrontement mythique dans le film entre Bruce Willis et Chuck Norris dans La Fureur du Dragon qui va être important. Par la suite, il va pas vraiment s'y mettre tout de suite. Et c'est Steve McQueen, qui était ami aussi avec Bruce Lee, qui va lui dire et lui conseiller notamment de prendre des cours d'art dramatique. Et ça s'invente pas, mais c'est la vérité. Et il va donc entamer une carrière au cinéma un peu plus consistante à partir de 1977, avec plusieurs films. Notamment, il y a Les Casseurs de Don Hewlett qui va avoir un certain succès. Et puis, deux autres films importants qui sont La Fureur du Juste de Eric Carson et Dent pour Dent de Steve Carver. Donc vous voyez bien les titres, on est bien sûr dans du cinéma d'exploitation et particulièrement dans du cinéma où il y a les arts martiaux qui prédominent.
faut savoir aussi qu'à l'époque, il y a eu la vague de films de karaté qui a déferlé un petit peu partout dans le monde, hein, toutes ces productions qui arrivaient de Hong Kong, mais il y avait aussi les films japonais qui ont été importants. Donc on est un peu dans cette période-là, et puis on est dans une période aussi charnière du cinéma américain, hein, à partir de 1980, hein, c'est la fin du nouvel Hollywood, et c'est le cinéma individualiste par excellence qui va prendre le pas, avec des super-héros qui vont inonder le marché américain, dont les deux plus célèbres, vous les connaissez, c'est Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, qui vont dominer cette période-là. Mais on peut mettre Chuck Norris en troisième à ce niveau-là, puisque lui, il va connaître son âge d'or qui va être assez court en fait, et qui va être porté par un studio bien précis qui s'appelle la Canon, et à partir de Portée disparue 1984, film qui veut faire en hommage à son frère qui est mort au Vietnam, va être un succès planétaire pour lui. Et cette période-là va durer l'espace de 4 ans, on va dire entre 84 et 88, où tous ces films vont cartonner, dont les titres les plus importants, vous les connaissez, il y a Portée disparue, Invasion aux USA, Delta Force, Le Temple d'Or. C'est du pur film d'exploitation. Et moi, je fais partie, c'est ce que je disais tout à l'heure en antenne, comme pas mal de gens de ma génération. Moi, j'avais 12 ans, 13 ans, 85, 86. Et on a découvert tous ces films par le biais du vidéoclub. Période assez hallucinante quand on est jeune comme ça. Et on va s'intéresser à ces films qui sont des purs films d'exploitation. Donc, il y a eu ce petit âge d'or qui a fait que Chuck Norris a eu une renommée mondiale à ce moment-là. Par la suite, on va s'apercevoir qu'il s'intéresse très très peu au cinéma, et sa carrière va petit à petit s'estomper, il va moins tourner. Là, plus récemment, il a connu le succès à la télé avec la série Walker Texas Rangers, qui a fait un carton. Il faut savoir aussi que ses parents étaient d'origine amérindienne, hein, des Cherokees, et qu'il a donc beaucoup écrit sur les arts martiaux, sur la spiritualité. Donc ça tranche un peu avec le côté ultra républicain qui torse le bombe le torse. Mais en tout cas, c'était un homme un petit peu complète. Alors oui, bien sûr, je vous le cache pas, c'était un pur républicain. Il a voté Trump aux dernières élections. Il était pour l'Amérique d'abord, comme toujours. Il s'est éteint à Hawaï dans sa 86e année. Il avait déjà eu plusieurs problèmes cardiaques et des alertes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce que représente dans cette période de cinéma américain très précise qu'est les années 80. Le style Chuck Norris, j'ai envie de dire, mais qui était quand même un champion d'arts martiaux, et un mec qui avait... en tout cas, dans ces domaines-là, il était très très fort. Voilà. On remarquera que je n'ai pas dit un mot parce que Chuck Norris, dont je me vante de n'avoir vu aucun film, représente à mes yeux tout ce que je déteste des États-Unis et tout ce que je déteste de cette civilisation qui est totalement portée sur la force, sur le muscle et avec peu de choses dans la tête. Je suis d'accord dans l'ensemble avec toi, Pierre. Allez, justement, on va quitter cette civilisation américaine, mon cher Pierre. On va partir dans la France d'entre-deux-guerres avec un grand, très grand, voire un immense film, en l'occurrence La Règle du jeu. On est à un autre niveau, c'est évident. Alors, La Règle du jeu est un film important, et on le sait depuis longtemps, et cela a plusieurs titres. C'est un film qui sort en 1939, dans une période particulièrement critique politiquement, puisqu'on est à la veille de la guerre, et qui est réalisé par Jean Renoir, qui est un cinéaste qui est alors très contesté. Il a eu des succès énormes avec La Grande Illusion, avec également La Bête humaine. Et là, il veut faire un film très personnel, et c'est un film qui, comme dans Le Meilleur Renoir, celui qu'aiment beaucoup ses admirateurs, est un film en grande partie improvisé. Donc toute l'équipe va
tourné soit en Sologne, où le sujet du film a ses bases, soit en studio. C'est un tournage qui est parfois difficile, d'autant plus difficile que la distribution ne s'est pas faite de façon évidente. Il y avait d'autres acteurs qui étaient prévus dans un premier temps. Finalement, la distribution repose, et c'est son mérite, sur des acteurs confirmés comme Roland Toutain, même si on peut discuter de son jeu, sur Paulette Dubos, sur Carrette, qui a là l'un de ses grands rôles, mais ce sont des rôles relativement secondaires. Ce qui a été critiqué beaucoup à l'époque, c'est le rôle féminin principal, qui est celui qui est interprété par Nora Gregor. Nora Gregor était une actrice d'origine autrichienne, noble autrichienne, ou disons dans les milieux très aristocratiques de l'Autriche, et ce n'était pas une très bonne actrice. Également, on a beaucoup critiqué le jeu de Jean Renoir, qui prend le luxe de jouer un rôle important, c'est celui d'Octave dans ce récit. Alors en 2 mots, de quoi s'agit-il dans La Grande Illusion ? C'est l'histoire d'une grande famille, dont le responsable est Dalio. Alors, les ligues antisémites à l'époque disent qu'il est tout à fait anormal de donner à un juif un rôle de grand noble français. Mais ça, c'est entre parenthèses, mais ça explique un peu le climat de la sortie. Et il a lui-même une maîtresse, sa femme est courtisé par un aviateur qui est interprété par Roland Toutain. Tout ce beau monde se retrouve dans le château en Sologne et il y a une grande scène qui est une scène de chasse à courre, qui est l'un des grands morceaux dans l'histoire du cinéma, je crois, ne serait-ce par son montage, par le rythme que Renoir s'est donné et par la qualité qu'a toujours eu Renoir. C'est la part d'improvisation, c'est-à-dire autant certains réalisateurs arrivaient avec un scénario et un découpage extrêmement précis, Renoir improvisait. Et donc, certains aimaient cela, d'autres l'aimaient beaucoup moins. Toujours est-il que le film, à sa sortie, est plutôt mal accueilli. Renoir, dont la position politique a toujours été un peu ambiguë, c'est-à-dire il avait été un compagnon de route, on peut appeler cela du Front populaire, mais après La Grande Illusion, on n'est pas tout à fait certain qu'il n'ait pas fait les yeux doux à Mussolini. Donc on sait que Renoir a toujours eu une position politique très beaucoup de tango, des allées et venues. Bon, toujours dit qu'après, il ira aux États-Unis, il fera une belle carrière aux États-Unis, il reviendra en France, il fera plusieurs films de toute première importance. Mais tous, je crois, tous ceux qui aiment Renoir ou qui aiment le cinéma, pensent, avec raison certainement, que la règle du jeu est son film à la fois le plus personnel et également un film qui a servi de modèle pour toute une génération de cinéastes. On sait que les gens de la Nouvelle Vague adoraient Renoir et Truffaut, Godard et beaucoup d'autres n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu avant La Grande Illusion. Et pourquoi ? Parce que c'est un cinéma qui se veut résolument moderne. Ce n'est plus un cinéma un petit peu corseté, comme le faisait dans le meilleur des cas, c'est un réalisateur que j'adore, Marcel Carné, ou comme le faisait Duvivier, mais c'est un cinéma qui a l'air de s'improviser en permanence. Et c'est cela la qualité de La Grande Illusion. Donc je crois qu'on a toujours un grand intérêt, surtout quand c'est dans une copie qui a été complétée, puisque le film avait dû, à sa sortie, je rappelle, avait été raccourci au dernier moment, et ce n'est que dans les années 50, 60 plus tard qu'on a vu une copie plus complète. Donc, on a toujours intérêt à revoir La Grande Illusion. La Grande Illusion, oui, mais la règle du jeu, encore plus peut-être la règle du jeu, parce que c'est l'un des, noyaux du cinéma moderne. Je crois. Bah oui, on est d'accord là-dessus. Alors, au niveau des compléments, Pierre, on sait que le film est déjà beaucoup sorti. Il était sorti une première fois aux éditions Montparnasse, il y a très, très longtemps. Canal+, Studio Canal l'avait ressorti après la restauration.
Alors, dans le bonus de Studio Canal+, il y avait juste un bonus, mais pas des moindres, c'était Pascal Mérigot. Je rappelle que Pascal Mérigot a écrit la biographie de Renoir. de Jean Renoir. Hein. Donc, il a fait un travail phénoménal sur la vie et l'œuvre de ce grand cinéaste. Pour l'édition Rimini qui nous propose aujourd'hui, Jean-Pierre Vasseur a mis vraiment le paquet pour essayer de trouver tout ce qu'on peut trouver d'intéressant et de passionnant pour mieux comprendre, analyser le film. Alors, dans cette nouvelle version, vous avez déjà un long extrait qui s'appelle Renoir le patron, enfin carrément l'émission complète de Renoir le patron. C'était l'émission Cinéaste de notre temps de Labarthe et Bazin. On peut regretter que la télévision ne montre plus des émissions de ce type. Voilà. Et n'en fasse plus. Et donc, réalisé notamment par Jacques Rivette. Donc ça, c'est vraiment peut-être l'un des documentaires les plus passionnants. L'autre grand moment de ces bonus, c'est La règle du jeu, vue par François Truffaut, bien sûr, dont Renoir était son maître, l'un des cinéastes avec Rossellini qu'il a le plus aimé. Donc vous avez 22 minutes de Truffaut qui sont toujours passionnantes à écouter, parce que je pense que c'était vraiment un très grand critique, Truffaut, et il connaissait Renoir sur le bout des doigts. Donc ça fait partie vraiment des bonus qui sont passionnants. Alors, autre bonus qu'il y a dans le film, qui peut être plus contestable, vous avez un entretien croisé avec Jean Douchet et Arnaud Desplechin, qui date de 2014. Jean Douchet est décédé il y a quelques années. Bon, Arnaud Desplechin, on le connaît, c'est un très bon cinéaste, fan de Truffaut, fan de la Nouvelle Vague aussi. Bon, moi j'ai toujours été un peu critique vis-à-vis de Jean Douchet, qui se payait de mots, qui n'était pas toujours très précis dans ses approches. Mais enfin, il est considéré généralement comme un grand critique. Voilà, donc ça c'est une intervention qui avait eu lieu à la Cinémathèque française en 2014. Voilà, vous avez un autre bonus qui est bien, mais qui existait, je pense, déjà sur une édition Montparnasse. C'est Ma règle du jeu par le critique de positif Entebin. Voilà. Et puis, vous avez encore pas mal d'autres choses. Vous avez une intervention de Philippe Roger, qui est maître de conférence en études cinématographiques, qui parle du film. Vous avez un commentaire audio d'Olivier Curchod aussi. Voilà, donc vous avez quand même beaucoup en audio. Et vous avez un livre qui est signé Charlotte Garson. Alors Charlotte Garson, on la connaît, c'est une critique des cahiers du cinéma. Elle a beaucoup écrit sur le cinéma anglais. Là, il y a un livre de 64 pages. On peut juste s'étonner, mais peut-être qu'il y avait l'envie de ne pas faire du doublon, de ne pas voir Pascal Mérigot, qui aurait pu, je pense, intervenir, puisque il est quand même le référent de Renoir maintenant, avec sa biographie. Mais il n'y est pas. Oui, on a presque envie de dire trop de fleurs et trop de commentaires. Je crois que Renoir, comme son père, il était le fils du célèbre peintre, était quelqu'un qui avait un rapport très sensuel à la vie et très spontané vis-à-vis et de la direction d'acteurs et de ce qu'il voulait faire. Oui. Et donc, trop d'intellectualisme tue peut-être l'approche spontanée qu'on peut avoir de ce film. Mais c'est une parenthèse que je fais. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, en tout cas, pour cette magnifique édition à tous les niveaux, la qualité de la copie, le packaging, la présentation, vraiment, Rimini Édition, on fait les choses en grand et en bien. Et à juste titre, parce que le film le mérite, et c'est un des très grands films français du XXe siècle, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, on va écouter maintenant Fabio Frizzi, et je vous expliquerai après le morceau pourquoi j'ai choisi de vous passer un morceau de L'au-delà de Fabio Frizzi.
Allez, vous venez d'écouter donc la bande originale de L'Au-delà, donc film de Lucio Fulci, musique signée Fabio Frizzi. Alors pourquoi Fabio Frizzi? Parce que j'ai la joie de vous annoncer, et c'est Artus Film qui a communiqué là-dessus cette semaine, qu'il y a la biographie de Fabio Frizzi qui va sortir chez Artus. Le livre a été traduit de l'italien, annoté et préfacé par Lionel Grenier. Lionel Grenier, je tiens à le préciser, il s'occupe d'un blog et d'un site dédié à Lucio Fulci. C'est peut-être l'un des grands connaisseurs du grand cinéaste italien. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir mieux appréhender qui est Fabio Frizzi, qui jouit d'une grande reconnaissance auprès des fans de Fulci, mais pas que, des gens qui aiment aussi la BO italienne. Donc en tout cas, c'est une excellente idée qu'ont eu les gens d'Artus Film de pouvoir sortir cette biographie qui était sortie en Italie et qui sera disponible en langue française dès le mois de juin. Autant vous dire qu'on vous en reparlera. C'est quand même un beau bouquin de plus de 250 pages que Artus Film va éditer en France. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et puisque je parle de Lucio Fulci, ça c'est aussi qu'on attend impatiemment chez Le Chat qui fume les deux films Frayeur et L'Au-delà qui ressortent en Blu-ray, 4K, HD, tout ce que vous voulez, avec pas mal de bonus aussi chez Le Chat qui fume, mais ça on en parlera plus tard. On va rester en Italie, Pierre, et on va parler de Pâques sanglantes. Oui, dont le titre italien est Non c'è pace tra gli ulivi, c'est-à-dire il n'y a pas de paix sous les oliviers. Et le titre italien est beaucoup plus intéressant parce qu'il n'a pas le côté un peu racoleur du titre français. C'est un film de Giuseppe De Sanctis qui date de 1950. Il faut peut-être dire quelques mots de ce réalisateur qui est un tout petit peu oublié. On connaît bien sûr Rossellini, Visconti, Fellini. Et à une certaine époque, Giuseppe De Sanctis, au début des années 50, était leur égal. C'est-à-dire, il a fait plusieurs films de toute première importance en quelques années. Chasse tragique, Rie amère, Pâques sanglantes donc, et 11 heures sonnées. C'est-à-dire que dans l'espace de 4-5 ans, il fait quelques films majeurs qui marquent la transition après le néoréalisme. C'est-à-dire que le cinéma italien n'est plus, à proprement parler, néoréaliste. Il s'ouvre sur d'autres problèmes, que ce soit par le biais de la comédie italienne ou que ce soit en faisant un cinéma beaucoup plus conceptuel, beaucoup plus réfléchi, moins spontané peut-être, et c'est le cas de Giuseppe De Sanctis. Alors Giuseppe De Sanctis avait eu une carrière avant cela, il avait été critique, il avait en particulier fait ses études au Centro Sperimentale de Rome, il a participé à quelques films importants des années 40, soit comme assistant, soit comme co-scénariste, en particulier dans l'entourage de Visconti, pour Ossessione. Il a également été l'un des co-réalisateurs de Giorni di Gloria, c'est-à-dire Jour de gloire, qui était un film fait en 1945 sur la résistance italienne. Et par la suite, De Sanctis doit être très cohérent, il restera toujours communiste. Donc c'est ce qui a fait sa renommée, mais c'est ce qui peut-être par la suite a un petit peu déplu avec l'évolution des opinions et des mentalités. Alors, de quoi s'agit-il dans ce film ? C'est l'histoire, ça se passe dans la Ciociaria, c'est-à-dire la Ciociaria, c'est une région qui est au sud de Rome, entre, disons, le Latium et la Campanie. C'est une région déshéritée, où il y a des éleveurs de brebis, où il y a aussi des oliviers. Un homme revient de guerre et de captivité, et s'aperçoit, il est dans une famille très pauvre avec sa sœur, son père et sa mère, que quelqu'un d'autre lui a volé tout son bétail. Et ce quelqu'un d'autre, c'est une sorte de mafieux qui est le mauvais personnage et qui veut se faire du fric, qui veut avoir de l'importance et qui est prêt à tout pour cela, y compris de terroriser le monde paysan autour de lui. Donc toute l'histoire va être comment cet homme qui arrive et qui s'appelle Francesco Dominici,
va pouvoir récupérer son bien et récupérer également celle qu'il aime, Lucia Silvestri, qui est interprétée par Lucia Bosé. Francesco Dominici, c'est Ravvalone. Le film est tout à fait passionnant parce que on voit très bien comment il évolue. Dans un premier temps, Dominici, donc Ravvalone, récupère ce bétail. Il est arrêté par la police. Il est condamné parce que celle qu'il aimait est convoitée également par ce riche propriétaire et qu'elle est contrainte par sa famille de déposer contre lui au tribunal. Mais tout change dans un second temps, dans la deuxième partie, et on s'aperçoit qu'avec l'aide de tous les autres bergers ou paysans du coin, Dominici réussit à, avoir raison. C'est-à-dire que le mauvais personnage, interprété par Folco Lulini, qui s'appelle Agostino Bonfiglio, finit par mourir. Je ne raconte pas l'histoire, mais en se précipitant, il est acculé à se précipiter depuis une falaise. Et donc, on sent que le film finira bien. Et finira bien pourquoi ? Parce que le monde paysan a évolué entre-temps et est devenu solidaire du combat que mène Dominici. Bon, en résumant ainsi le film, on se rend compte que c'est un film extrêmement militant, extrêmement daté dans une certaine époque de l'Italie, et que sa filiation avec le grand cinéma soviétique est évidente, mais également avec le meilleur cinéma américain des années 30, c'est-à-dire un cinéma qui était progressiste, qui n'hésitait pas à parfois utiliser de la caricature, c'est-à-dire dans le film on voit très bien les bons et les mauvais en face. On voit très bien combien ce récit est mené avec une grande rigueur. C'est d'ailleurs ponctué, c'est vaut la peine de le dire, par le réalisateur lui-même, qui dès le générique, et dès le premier plan, qui était un long panoramique sur cette région de la Ciociaria et ceux qui y travaillent, on sent très bien cette volonté de convaincre un large public. Mais il y a également, et c'est ça la qualité qu'on a un peu oubliée chez De Sanctis, un esthétisme, une stylisation extrêmement forte et un jeu d'acteur qui n'est plus le jeu d'acteur de l'époque néo-réaliste, un jeu qui lui aussi est beaucoup plus stylisé avec des regards qui sont face caméra, avec une construction qui peut sembler un petit peu, datée, et qui quand même fait la force du film. Il est présenté donc dans cette nouvelle réédition et avec une copie qui est parfaite chez Studio Canal, donc une très bonne présentation de David Perrault. Et je voudrais simplement terminer par quelques phrases qu'a prononcé Giuseppe De Sanctis, parce que après ces 4 films très importants qu'il a fait au début des années 50, sa carrière ne connaît pas la même évolution. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup plus de bas que de hauts. Il s'arrêtera d'ailleurs en 1972 avec un film qui n'a pas été distribué à ma connaissance en France, qui s'appelait en italien Un apprezzato professionista di sicure avenire, c'est-à-dire un professionnel compétent ou reconnu qui a un avenir assuré. Bon, ce film qui était assez curieux avec un prêtre qui faisait le péché de la chair. Enfin bon, n'a pas été distribué et la carrière de De Sanctis est une carrière qui s'est pratiquement arrêtée après. Il déclarait d'ailleurs dans une interview à Positif qui était reprise, qui avait été faite au Festival de Montpellier en 92, « Je serais heureux qu'on se souvienne de moi pour les films qu'on ne m'a pas laissé faire, plutôt que par ceux que j'ai pu mener à bien. » Eh bien là, Pâques sanglantes est un film qu'il a su mener à bien et qui est un film important. Il était adoré par les positivistes à l'époque.
Merci beaucoup, Pierre. Allez, on va partir en Espagne maintenant et on va parler de Eloy de la Iglesia, qui n'a rien à voir avec Alex de la Iglesia, donc réalisateur basque. J'en avais déjà parlé plusieurs fois dans cette émission parce que les éditions Artus Film qui proposent ces deux films aujourd'hui en ont déjà sorti un certain nombre et nous permettent de mieux comprendre et savoir qui est ce réalisateur qui prend de l'importance maintenant et qui a vraiment marqué, on va dire, le cinéma de l'après-franquisme. Je vous rappelle qu'en novembre 75, il y a la mort du général Franco, la fin de la dictature en Espagne, la période de transition vers la démocratie qui n'a pas toujours été simple. On en avait parlé récemment avec les films de Bigas Luna. Et là, on peut dire que Eloy de l'Eclésia appartient vraiment à cette période-là. Il est né en 1944 à Zaros, dans le Pays Basque, et il est mort à l'âge de 62 ans à Madrid. Voilà, il a eu une vie très compliquée. Il a été homosexuel, toxicomane, il a entretenu comme ça, voilà, une relation assez autodestructive tout au long de sa vie, mais il a quand même réalisé entre 1966 et 2003 un certain nombre de films et dont certains sont devenus extrêmement importants pour comprendre aussi quelle était l'Espagne de cette nouvelle démocratie et du problème de la jeunesse, notamment à travers des films qu'on a appelés le cinéma quinquin, donc des films sur la délinquance juvénile, dont il est devenu un petit peu le maître et l'un des meilleurs réalisateurs. Tout comme l'a fait d'ailleurs Carlos Saura avec son très beau Vivre vite en 1982. Lui, il en a fait toute une série de films assez incroyables, dont les plus représentatifs étaient sortis chez Artus Film, c'est les El Pico 1 et 2, traduits en France sous le titre de l'enfer de la drogue. C'était souvent des films qui mettaient en scène des jeunes qui eux-mêmes étaient confrontés à ces problématiques de dépendance aux drogues dures, à la précarité, à la violence, à la délinquance, en rupture bien sûr avec la génération de leurs parents qui étaient un petit peu des nostalgiques du régime Franco, et de voir un petit peu comment l'Espagne, malheureusement, par sa situation géographique, est devenue l'une des grandes portes d'entrée des drogues en Europe, notamment via les pays du Maghreb, et comment cette population, souvent jeune, des 15, 16, 17 ans, ont été pris dans cette tourmente hallucinante et a fait des ravages, on peut le dire, chez la jeunesse espagnole. Mais avant ça, il a fait d'autres films et il a une période plutôt, et ça se passe au moment où Franco est encore en place, on va dire entre 1970 et 1973, où il va faire tout un corpus de films qui montre aussi la vitalité du cinéma espagnol de l'époque, avec des réalisateurs tout à fait passionnants comme Armando Di Crispino ou Jesus Franco. Et lui, il va, comme c'est les cousins transalpins, s'intéresser au giallo, ce qu'on appelle le giallo espagnol un petit peu. Et avec Personne n'a entendu crier en 1973, on est typiquement dans ce genre de films policiers qui vont mettre en scène un tueur assez sadique, tueur de femmes. Et en l'occurrence, c'est le cas de ce film qui est tourné en 73. Alors, il est interprété par deux comédiens importants, Vicente Parra, on avait déjà vu dans peut-être l'un des meilleurs films de son auteur, qui était La Semaine d'un assassin, qui se rapprochait un petit peu du Boucher de Claude Chabrol, puisqu'on suivait l'itinéraire de quelqu'un qui travaillait dans une boucherie et qui était devenu criminel. Et l'autre actrice, c'est Carmen Sevilla. Carmen Sevilla qui tournera plusieurs fois d'ailleurs avec Eloy de l'Iglesia, qui a été une chanteuse, je crois, aussi importante en Espagne. Alors, le film, ma foi, est plutôt une bonne surprise parce qu'il respecte les codes du genre. On a un climat un petit peu pesant qui est tout à fait bien tourné, puisque le film démarre dans une résidence moderne dans la banlieue de Madrid. Une femme intègre un nouvel appartement. Elle croit vivre seule en attendant les nouveaux locataires qui vont prendre leur appartement, enfin vont prendre état des lieux. Eh bien non, elle découvre qu'elle a un voisin et ce voisin a tout simplement tué sa femme, et à partir de là, on va tomber dans une histoire très rocambolesque et machiavélique qui est typique des dialos espagnols et italiens d'ailleurs de l'époque. Le tout avec un soin apporté à la mise en scène qui est tout à fait remarquable, une musique de Fernando García Murillo qui est excellente,
et on obtient un film d'1h30 qui est un très très bon film, sans aucun problème, et qui montre vraiment les qualités incroyables de ce réalisateur, même s'il n'a pas encore trouvé totalement sa patte, et ça interviendra quelques années plus tard. Le second film qui est présenté par les gens d'Artus Film, c'est Le Buraliste de Vallecas, et là on est en 1987, donc on fait un bond de pratiquement 13-14 ans. Et on est dans une toute autre Espagne. 1987, on est à 5 ans des Jeux Olympiques de Barcelone, hein, et on va dire que la mutation de l'Espagne va commencer à vraiment apparaître. Hein. On va sortir de cette période extrêmement noire et sombre qui a été, disons, la période 77-83, où vraiment ça a été compliqué pour la jeunesse espagnole, et on voit apparaître voilà, un État qui devient de plus en plus fort, démocratique, qui se renouvelle. Il y a plein de choses qui changent à ce moment-là en Espagne. Et on le sait, Pierre, tu le sais qu'après les Jeux Olympiques de Barcelone, ça a beaucoup changé. On voit qu'on est passé vraiment dans une autre période. Alors c'est très rigolo ce film parce que il met en scène deux personnages qui sortent directement du cinéma quinquin, puisque c'est l'histoire de deux jeunes désœuvrés qui vont braquer donc un bureau de tabac dans un quartier de Madrid. Sauf que le braquage va mal tourner, ils vont se retrouver bloqués dans le bureau de tabac, et va commencer une prise d'otage qui va tourner un petit peu au côté un petit peu pittoresque, puisque les deux jeunes qui sont joués par José Luis Gomez et José Luis Manzano vont petit à petit se lier d'amitié avec la patronne du bureau de tabac, qui s'appelle Madame Justa, qui est jouée par Emma Penella, et qui est un personnage tout à fait truculent, qui sort d'un film de Marco Ferreri, et ça fait des scènes assez truculentes et très drôles, et on a l'impression un peu que Eloy de la Clésia veut sortir un petit peu de l'image noire du milieu de la drogue qui l'a collé à la peau. Et curieusement, ça va être un film qui va être un de ses plus gros succès en Espagne, voire même son plus gros succès, ce qui est tout à fait incroyable. Mais juste derrière, comme si l'Espagne, pour lui, qu'il avait connue, allait s'arrêter, et bien il va plus tourner. Et il va plus tourner quasiment pendant presque 20 ans, pas tout à fait 20 ans, 18 ans, puisqu'il fera un dernier film qui s'appelle L'amant bulgare en 2003, voilà, qui est encore un film totalement à part dans sa carrière. Mais on voit bien que après ce film, notre ami Eloy de la Clésia, qui avait des problèmes de dépendance à la drogue, et tout un tas de problèmes dans sa vie, c'est quelqu'un qui a été marginalisé, qui a vécu dans sa voiture, vraiment, c'était un réalisateur vraiment à part, n'a pu trouver la possibilité de se faire produire et de tourner des films. À savoir aussi que dans ce film, je vous ai parlé de l'acteur José Luis Gomez, il fait partie de ces acteurs qui ont tourné dans la période du cinéma quinquin, qui sont morts. Il est mort d'une overdose à l'âge de 29 ans. Voilà, donc c'est pour vous dire aussi que beaucoup de comédiens qui ont joué dans cette période-là ont souffert vraiment de cette période. À savoir que les deux films sont présentés par Marco Suzal, qui sont très bien présentés. Marco Suzal, il est critique de cinéma au Quai du Cinéma, et il fait une très bonne présentation de ces deux films, et que, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Artus Film annonce que d'autres films, notamment Le Prêtre et je pense La Créature, vont aussi sortir chez Artus Film, qui aura en quelques années sorti pas loin d'une dizaine de films de ce réalisateur, et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est un cinéaste qu'on ne connaissait absolument pas ou très mal, donc grâce à Artus Film on peut mieux découvrir ce cinéaste. Allez, il nous reste 10 minutes, Pierre, on va partir en Russie, en Ukraine, entre les deux, pour parler des chevaux de feu. Alors, disons plutôt l'Ukraine, puisque les chevaux de feu ont été tournés en grande partie dans une région qui est à l'ouest de l'Ukraine, dans la région des Carpates. C'est un village Outsoul. C'est
partie aussi en langage Hutsul. Alors ne me demandez pas quelles sont les différences entre le dialecte Hutsul, l'ukrainien et le russe. Toujours est-il que le film, quand il est sorti, c'est un film de 1965, apparaissait comme un film soviétique, mais un film soviétique représentatif d'une sorte de nouvelle vague soviétique. Il ne faut jamais oublier qu'après la mort de Staline, donc en 1953, il y a eu une évolution qui s'est faite, c'est l'époque Khrouchtchev, et même dans le cinéma, on sent qu'il y a un vent nouveau. Le vent nouveau, c'est avec Quand passent les cigognes, le film de Kalatazov, c'est également les premiers films de Tarkovsky qui montrent qu'on abandonne le réalisme socialiste imposé tel qu'il existait auparavant pour des innovations, une ouverture sur des expériences plus risquées, qui plairont peut-être moins spontanément au grand public, mais où le réalisateur peut s'exprimer très personnellement. Et s'il y a un réalisateur qui avait une personnalité forte, c'est bien Parajanov. Parajanov, en quelques mots, est né à Tiflis, c'est-à-dire dans le sud de l'ancienne Union soviétique, en 1924. C'est une famille d'artistes et lui est resté un artiste et un poète jusqu'au bout et avec de nombreuses difficultés dans sa vie. Il fait des études de cinéma, il participe à des petits films pas très personnels et c'est véritablement les Chevaux de Feu qui vont lancer sa notoriété au niveau international. Le film a un grand succès hors Union soviétique de l'époque et aussitôt, on s'intéresse à ce que fait cet être un petit peu bizarre qui apparaît comme un poète, un initiateur, un inventeur qui ne peut pas être rangé dans une case pratiquement, très rapidement. Il disait d'ailleurs, et la phrase m'intéresse, il disait qu'il pensait qu'au monde, il n'y avait qu'un seul réalisateur qui pouvait l'égaler, c'est Fellini. Et je crois que quand on dit cela, on comprend très bien quelle est la démarche de Parajanov qui laisse une grande place à l'imaginaire et parfois presque au surréalisme dans ses films. Alors, pour finir rapidement sur la vie de Parajanov, qui est une vie bien triste, c'est après Les Chevaux de Feu, il tourne d'autres films qui sont très personnel encore, c'est Sayat Nova, c'est La légende de la forteresse de Souram, c'est également Achik Kerib, mais en 1973, il est arrêté parce qu'il n'est pas du tout dans le sens du régime. On l'accuse, à tort ou à raison, d'homosexualité. Il dira d'ailleurs avec un peu d'humour que je suis un homosexuel soviétique officiel, mais toujours est-il qu'il fait pendant plusieurs années, il est envoyé en prison, hein, et il faudra qu'il y ait véritablement un mouvement qui dépasse la Russie, et en particulier en France, avec des gens comme Pierre Berger, comme même Georges Sadoul ou Aragon, pour défendre Parajanov, qui terminera sa vie malade, ne réalisant pas, parce qu'il ne peut plus le faire, des films, et qui est toujours avec ses admirateurs inconditionnels. Alors, Les Chevaux de Feu, c'est un film qu'on peut résumer très rapidement. C'est l'adaptation d'un roman d'un auteur que je ne connais pas, je le dis très franchement, c'est Mikhailo Katsoubinsky. Et c'est une sorte d'histoire de Roméo et Juliette dans un village des Carpates. De quoi s'agit-il ? Il y a un jeune, Ivan, qui aime une gamine de son âge, et ça commence, ils ont 5-6 ans peut-être, qui s'appelle Marichka. Mais leurs familles sont des familles rivales qui se détestent. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu tout un passé qui est extrêmement lourd. Et ils doivent s'aimer presque en secret, malgré tout ce qui peut les séparer et dans un milieu qui leur est hostile. Jeune Ivan, parce qu'il appartient à une famille pauvre,
doit aller faire des travaux dans la montagne, doit quitter sa fiancée, ou celle qu'il aime en tout cas, et elle essaie de le rejoindre, mais meurt noyée, se noie. Et la deuxième partie du film, c'est tout à fait différent, c'est-à-dire qu'on voit Ivan qui est un petit peu, qui ne sait plus où il va, qui est un petit peu, qui se laisse aller, qui épouse, sans trop y croire, une autre jeune femme qui est amoureuse de lui, mais qui le trompe, et il mourra lui aussi à son tour. Bon, ça ne veut rien dire de résumer le film comme ça, parce que le sujet, en fait, n'a pas beaucoup d'importance et on s'en rend compte constamment. Ce n'est pas un film réaliste. Il ne faut pas le suivre en essayant de comprendre ce qu'il y a dans chaque scène, parce qu'il y a constamment un travail qui est fait sur l'image, un travail qui est fait sur le montage, un travail qui est fait dans cette sorte de jeu avec un récit très simple, mais qui s'ouvre sur toute une sorte de moment imprévisible, hein, et c'est ce qui est passionnant dans ce film. Un travail qui est remarquable, et il faut citer à ce propos le directeur de la photo qui s'appelait Yuri Ilienko et qui a revendiqué d'ailleurs une part dans le succès du film. Mais on sait que Parajanov était un être très égocentrique, sûr de son talent et qu'il avait tendance à jouer un petit peu des coudes, peut-être, hein, être au centre de tous les débats. Revoir ces films-là est toujours quelque chose de passionnant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un très beau travail sur la couleur. Il y a un travail formidable, et c'est très bien expliqué dans les différents bonus qu'il y a dans ce réédition de Carlotta. Il y a un très beau travail sur, comment peut-on, en Union soviétique, à cette époque-là, faire un film véritablement d'auteur. Un film très personnel et un film qui est à contre-courant de tout ce que peut être le langage officiel. Je crois que c'est la qualité de Parajanov. C'est véritablement un anticonformiste né, et ça se voit dans le film. Alors, je ne sais pas très bien comment un public d'aujourd'hui peut entrer dans ce cinéma, parce que c'est un cinéma qui est bien marqué dans une époque, qui a enthousiasmé véritablement les gens qui l'ont découvert alors, dans les années 60 ou par la suite, mais qui incontestablement est un cinéma, c'est le contraire du cinéma américain de série. Ouais. Je boucle la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est le contraire, on est tout à fait dans un autre monde. Et ce qui est passionnant, c'est d'entrer dans ces films comme dans une sorte de monde poétique, en dehors de la réalité, mais qui en même temps s'intéresse à ce que sont les traditions populaires, à ce que sont les coutumes, les chants. Il y a même dans le film un côté film d'horreur par moment. Il y a un jeu qui n'est pas habituel dans le cinéma de russe ou soviétique, constant entre le païen et le chrétien. Hein, et c'est toutes ces entrées qui sont passionnantes, et je suis certain que deux personnes qui voient Les Chevaux de Feu ressortent enthousiastes, mais n'ont pas tout à fait les mêmes souvenirs, parce que c'est un film totalement ouvert. Alors, je rappelle, il sort chez Carlotta. Il y a de très bons compléments. D'abord, Caméra Émotion, où David Bird, qui est un Américain, parle très bien du film, et également une très bonne étude sur Parajanov. Merci infiniment Pierre, et merci à tous d'avoir écouté donc Radio et pour 35 mm de plus. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur le 106.8 de Radio. Bonne semaine à vous.